Aujourd'hui, à Culture à la carte, pas d'invités, mais quelques petits coups de cœur. Commençons par le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je suis sortie de là sonnée, bousculée, émerveillée suite à ma visite de l'exposition Focus Perfection Robert Mapplethorpe, présentée jusqu'au 22 janvier 2017. Je m'explique. Comme tout le monde, j'avais déjà vu des œuvres du photographe américain Robert Mapplethorpe. Mais découvrir dans un même lieu plus de 250 photographies, en majorité noir et blanc, ainsi qu'une quarantaine d'autres documents, c'est tout un choc visuel. Cette exposition propose un panorama complet de la carrière de Robert Mapplethorpe de la fin des années 60 jusqu'à son décès le 9 mars 1989 à l'âge de 42 ans. Monsieur Mapplethorpe, père, aurait voulu que son fils fasse du dessin publicitaire. Pour le jeune homme, il n'en était pas question. Robert Mapplethorpe quitte alors le nid familial et s'installe à New York. Dans les années 70, Mapplethorpe commence à s'intéresser à la photographie en prenant des photos avec un Polaroid. Son premier modèle sera Patti Smith, son amoureuse puis son amie, mais de tous ses sujets, c'est Liza Lyon, première femme championne de bodybuilding qui aura été le plus photographiée par l'artiste. Au fond, peu importe son sujet, Mapplethorpe était toujours à la recherche de la meilleure photo qu'il pouvait faire. Peut-être est-ce là la réponse au titre de l'exposition Focus Perfection. Il était concentré sur ses modèles, les observait en studio, son lieu de travail et ne laissait rien au hasard. Les résultats sont saisissants. Ses photographies sont très géométriques, esthétiques, hypnotisantes. S'en dégage quelque chose d'unique, frôlant la perfection, comme si son travail dépassait celui de la photographie. Un mot en terminant sur la scénographie signée Thomas Balaban, architecte, sous la direction de Nathalie Bondil, et également sur le choix musical de Marie-Claude Sénécal, qui va du Velvet Underground en passant par Philip Glass, Marianne Faithfull et Patti Smith. Une réussite sur toute la ligne qui fait ressortir encore davantage le talent de cet artiste, mort trop jeune du sida, peut-être l'un des plus grands photographes de noir et blanc du 20e siècle. Seule escale au Canada, cette exposition ne laissera personne indifférent, pourrait bousculer la pudeur de certains, mais ralliera sans aucun doute les amoureux de beauté visuelle. Profitez aussi de votre visite au Musée des Beaux-Arts de Montréal pour aller faire un tour du côté du nouveau pavillon consacré à l'art international et à l'éducation. L'entrée est gratuite depuis samedi et ce jusqu'au 15 janvier 2017. Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du musée, signe, et je cite, « La direction programmatique du redéploiement, le parcours muséographique et le concept scénographique du nouveau pavillon, en collaboration avec Sandra Gagné, chef du service des expositions. Ce nouveau lieu est une splendeur d'architecture. Sur 4 niveaux, on peut voir quelques 740 œuvres. Un incontournable. Côté théâtral maintenant. Claude Poisson, directeur artistique du théâtre Denis-Pelletier, a eu la bonne idée de programmer 1984 de George Orwell, pièce coproduite avec le Théâtre du Trident. Vous avez jusqu'au 7 décembre pour aller voir l'adaptation de ce roman indémodable, écrit en 1949, soit 1 an avant la mort de son auteur. La traduction de Guillaume Corbeil est une réussite, ainsi que la mise en scène d'Édith Patnaud, qui dirige, entre autres, Maxime Godette, Alexis Martin et Claudienne Roelland. La pièce nous confronte à Big Brother, qui dirige une société où il est interdit de dire ce que l'on pense, d'être amoureux, de lire, de manger du chocolat, et si l'envie vous prend de déroger aux lois mises en place par Big Brother, vous êtes condamné à plus ou moins court terme. L'auteur a inventé la novlangue, qui emploie un minimum de mots. L'individu ne doit plus penser, réfléchir, avoir des idées, bien sûr dans le but de mieux le contrôler. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Qui sont ici les traîtres et quels seront leurs châtiments? Peut-on encore faire confiance à l'autre? Est-ce que quelqu'un veut notre bien? On peut se demander si George Orwell était visionnaire ou avant-gardiste.
peu importe. Près de 70 ans après avoir publié 1984, ce roman est, et j'ai envie de dire malheureusement encore, d'une grande actualité. Durant la pièce, 3 phrases reviennent comme un leitmotiv, slogan que l'on tente de programmer dans le cerveau des individus. L'ignorance, c'est la force. La liberté, c'est l'esclavage. Et la guerre, c'est la paix. Ai-je besoin de préciser que je me suis empressée de les effacer de ma mémoire une fois de retour chez moi? À part le fait que la pièce a pris du temps à démarrer, l'introduction, à mon avis, est beaucoup trop longue. C'est une pièce à voir, un roman à lire ou à relire, et on se dit que finalement, nous sommes chanceux si, dans notre vie quotidienne, nous n'avons pas un Big Brother qui nous surveille. Dans une entrevue accordée à la presse, Isabelle Huppert disait au sujet du film « Elle » de Paul Verhoeven « Il y a des questions qu'il ne faut pas se poser quand on joue ce genre de rôle. Moi, je ne me pose aucune question. Voilà précisément ce qu'il faut faire en allant au théâtre de Quat'Sous voir la pièce de Larry Tremblay, Le Joker. Laisser au vestiaire son côté cartésien et simplement prendre ce que l'on nous offre. La dernière mise en scène que signe Éric Jean à titre de directeur artistique de ce théâtre renoue avec l'œuvre de Larry Tremblay. Terrain de jeu kafkaïen, histoire intrigante, atmosphère étrange et insolite. Olivier aime la poésie qui le lui rend mal. Il aime Alice qui sera aimée à son tour par Simon, le père d'Olivier. Vous me suivez toujours? Simon a écrit un poème pour les funérailles de sa mère, sauf que 3 jours plus tard, elle est ressuscitée. Pendant ce temps, Simon, qui hier était encore comptable, porte maintenant l'uniforme d'un policier. Quelle famille! Chapeau aux 5 interprètes, car la partition n'était pas évidente. Pascale Monpetit, la Joker du titre, est démoniaque à souhait, celle qui incite les personnages à commettre des gestes ou à dire des choses qu'ils vont possiblement regretter. Et on mesure l'étendue de son talent à ne voir que sa tête durant la moitié de la pièce. André Robillard, ce fils qui, lui, ne sait plus où donner de la tête, Louise Cardinal, méconnaissable en cette mère suicidée, Marilyn Castonguay, imbattable lorsqu'elle exécute quelques pas de danse, et Normand Dano, impayable dans son rôle de policier. À vous maintenant de trouver le bon angle pour saisir ce Joker, présenté jusqu'au 2 décembre. Cette pièce est singulière, originale, inclassable et franchement drôle par moments. Il vous reste aussi quelques jours pour aller faire un tour du côté de la Licorne, où l'on présente une autre pièce de Larry Tremblay, Le garçon au visage disparu, production du théâtre Le Clou, dans une mise en scène de Benoît Vermeulen. Comme le titre de la pièce l'indique, Jérémy se réveille un matin alors qu'il n'a plus de visage. Intriguant, non? À quelques mois d'intervalle, il est rare que 2 films, l'un britannique, l'autre français, s'inspirent de la même personne, en l'occurrence Florence Foster Jenkins. Je n'ai pas encore vu le film de Stephen Frears mettant en vedette Meryl Streep. Je ne peux donc pas comparer les 2 versions. Par contre, je viens de me régaler avec Marguerite de Xavier Giannoli. Le film de Frears est plus près de la réalité de la soprano américaine dont l'action se déroule à New York dans les années 40, tandis que Giannoli a transposé l'histoire à Paris dans les années 20. Catherine Fro incarne à merveille la baronne Marguerite Dumont, mariée depuis des lustres à Georges, qui n'assiste jamais aux concerts privés organisés dans leur somptueuse demeure pour des œuvres de charité. Marguerite, qui n'a pas eu d'enfant, est une femme riche qui ne vit que pour et par la musique, surtout l'opéra. Elle possède, entre autres, des millions de partitions musicales originales. Marguerite a toujours obéi à son mari, sauf le jour où elle décide de sortir de son cercle d'amis pour chanter sur scène devant un vrai public. Catastrophe. Personne n'a jamais osé dire à cette soprano coloratour qu'elle chantait faux, encore moins Georges, qui a honte et pitié de sa femme. Incapable de lui dire la vérité, il se tait
et fait comme tout le monde, il joue le jeu. Est-ce que Marguerite serait autodestructrice, masochiste, naïve à un point tel qu'elle ne voit et surtout n'entend rien de ce qui se chuchote sur son compte? À mon avis, non, car à un moment donné, Marguerite dit « chanter ou devenir folle ». Elle n'a donc pas le choix. Ainsi, elle engage un chanteur d'opéra sur le déclin, Athos Penzini, et un mois plus tard, soit le 5 novembre 1921, Marguerite est prête à donner son récital d'un soir. D'après cette femme passionnée et travaillante, il n'y a rien de plus beau que les applaudissements, à part le regard de l'homme que l'on aime. Selon elle, le public fait vivre la musique et sans lui, rien n'est vivant. En terminant, un livre, mon dernier coup de cœur. Comme moi, posez-vous beaucoup de questions? En tout cas, en lisant le dernier opus de Michel Tremblay, Conversation avec un enfant curieux, publié chez Actes Sud et le MEAC, j'ai été rassurée de voir que je n'étais pas la seule. L'adulte que l'auteur est devenu a sûrement depuis le temps trouvé réponse à plusieurs des questions soulevées dans ce récit, mais je me demande si Michel Tremblay continue de se questionner autant sur d'autres sujets que ceux abordés ici. Qu'est-ce qu'une crèche, maman? C'est quoi un bridge, papa? C'est quoi que t'as aimé le plus dans Bambi? Et il en va ainsi durant la quarantaine d'histoires qui peuvent être lues dans l'ordre ou le désordre. Certaines ne font que quelques lignes, d'autres une dizaine de pages, plusieurs nous font sourire, d'autres sont plus touchantes, comme Peter Pan, ma préférée et la dernière du livre. Tremblay aborde le troisième secret de Fatima, Jésus, le Saint-Esprit, Pie XII, où, dans un autre registre, il nous présente Mademoiselle Carly, enseignante, alors qu'il fréquentait l'école Bruchesi sur le boulevard Saint-Joseph, ainsi que M. Locasse, le coiffeur qui va un peu fort sur le ciseau. On salive en lisant les quelques pages sur le fameux smoke meat du 3-minute lunch, dont raffole la mère de Michel Tremblay, ou lorsqu'il est question de la tarte aux pommes que l'auteur voudrait bien manger à d'autres moments que durant le temps des fêtes. On retrouve l'univers de bonbons assortis, des vues animées ou d'un ange cornu avec des ailes de tôle. Malgré le fait qu'il s'étrive souvent, Michel Tremblay et sa mère partagent de beaux moments quand il s'agit de lecture, soit Victor Hugo, Gabriel Leroy, de radio-roman avec Roland Chenaille et Yvette Brindamour ou de téléthéâtre. Michel Tremblay a finalement accompli le rêve de sa mère, écrire. Et je cite, « Moi aussi, à ton âge, je voulais écrire. Je voulais devenir la plus grande écrivaine du Canada. Écrire des livres que tout le monde lirait, que tout le monde admirerait. » Même si le jeune Michel Tremblay est souvent tombé sur les nerfs des membres de sa famille, de ses professeurs et de combien d'autres encore, sa curiosité nous a procuré de grands plaisirs de lecture.